Tous ces crashs de Formule 1 sont terrifiants. Mais plus on avance dans la vidéo, plus ils deviennent cauchemardesques. Voitures désintégrées, pilotes inconscients, incendies, chocs à 75 G. Pourtant, dans la plupart des cas, ils survivent. Grâce à une technologie de pointe, au courage des commissaires, mais parfois à un miracle. Aujourd'hui, on revient sur les 17 crashs les plus marquants de l'histoire de la F1 moderne. Du spectaculaire au traumatisant, du miraculeux au presque tragique. Préparez-vous, parce que chaque minute devient plus dure que la précédente. Et le dernier accident est peut-être le plus fou de tous. Numéro 1. Fernando Alonso, Australie 2016, première course de la saison, Grand Prix d'Australie à Melbourne. Fernando Alonso sort d'une année 2015 catastrophique chez McLaren Honda. Fiabilité désastreuse, performance ridicule, mais cette saison 2016 devait être un nouveau départ. Face à lui, Esteban Gutiérrez qui fait son retour en F1 chez Haas. Un pilote rapide, mais encore sous pression. Et au 17e tour, à plus de 300 km/h, Alonso tente une attaque. Mais Gutiérrez freine un peu plus tôt que prévu. Contact. La voiture d'Alonso décolle, elle fait plusieurs tonneaux, se retourne, s'écrase dans les graviers. Elle termine contre le mur, méconnaissable, éparpillée. L'image est glaçante. Silence. Et puis, un miracle. Alonso sort seul de la carcasse, le pas lent, les jambes fléchies. Il expliquera plus tard: « J'ai vu un petit espace pour m'extraire. Je l'ai pris tout de suite, parce que je savais que ma mère regardait à la maison. Et je voulais qu'elle me voie sortir, vivant. » Malgré une fracture aux côtes et un poumon touché, Alonso s'en sort. Mais il ratera le Grand Prix suivant, à Bahreïn. Et sa déclaration restera dans l'histoire. « J'ai utilisé une des vies qu'il me reste. » Ce crash rappelle brutalement la violence que peut encore atteindre la F1 moderne. Mais il prouve aussi à quel point la cellule de survie, les anses et le cockpit renforcé sauvent des vies. Numéro 2, Lando Norris, Spa-Francorchamps 2020 et 1, Spa-Francorchamps. Un des circuits les plus dangereux et les plus mythiques du calendrier. Et ce week-end-là, la pluie est au rendez-vous. Mais pas juste quelques gouttes, un véritable déluge. L'eau ruisselle sur la piste, la visibilité est quasiment nulle. Plusieurs pilotes s'en plaignent dès les essais. Même les vétérans comme Vettel ou Hamilton demandent l'annulation des qualifications. Mais la FIA maintient. Et contre toute attente, c'est un jeune Lando Norris chez McLaren qui impressionne. Il survole la première qualif, domine la seconde et s'élance en Q3 en route vers une première pole position historique. Mais arrivé à Eau-Rouge, Raidillon, dans une trajectoire détrempée, sa McLaren décroche brutalement, à plus de 280 km/h. La voiture tourne à gauche, percute violemment les rails, rebondit en plein milieu de la piste. Silence dans les stands. Les commentateurs s'écrient « C'est Lando Norris !» La voiture vient de partir, c'est un crash effrayant. Dans le paddock, tous les regards sont figés. Et dans son Aston Martin, Sébastien Vettel, qui avait réclamé l'arrêt de la session, est le premier à s'arrêter et à sortir de sa voiture. Il court vers Lando, pas en tant que concurrent, en tant qu'homme. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est conscient? Puis à la radio, qu'est-ce que je vous avais dit? Red flag tout de suite. Après de longues secondes, la radio McLaren s'allume enfin. Lando, tremblant mais lucide. Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. Malgré la violence du choc, il n'a aucune fracture, aucun traumatisme majeur, et il repartira en course le lendemain. Même si ce Grand Prix sera lui aussi chaotique, raccourci à quelques tours derrière la safety car. Le courage de Norris et l'intervention de Vettel marqueront les esprits. Ce crash rappelle que même à 20 ans, on peut frôler le pire. Et que, parfois, l'expérience parle plus fort que les chronos. Numéro 3, Derek Warwick, Monza. 1990, Monza, le temple de la vitesse, un circuit mythique où les vitesses de pointe dépassent les 340 km/h. Derek Warwick, pilote britannique chevronné, dispute alors sa 11e saison en Formule 1. Ce jour-là, lors de la séance de warm-up du dimanche matin, sa Lotus cale à la sortie des stands. Les commissaires l'aident à redémarrer, tout semble sous contrôle, mais la suite sera tout sauf banale. Quelques minutes plus tard, en pleine ligne droite après l'ESMO, la voiture part brusquement. Warwick perd totalement le contrôle à plus de 240 km/h. Sa monoplace quitte la piste, frappe les rails de face, vole littéralement, fait un demi-tonneau et s'écrase de tout son poids contre le sol. Le choc est terrible. Le châssis éclaté, les pneus arrachés, le cockpit exposé. Les caméras se figent, le public retient son souffle, et pourtant, quelques secondes plus tard, une silhouette se redresse. C'est Warwick. Il sort seul de l'épave, il se relève, titube un instant, puis marche. Le paddock n'en revient pas. Interviewé plus tard, il dira simplement « Je me suis dit, je dois courir.
j'ai vérifié mes jambes, j'ai respiré et j'ai demandé la voiture de secours. Oui, Derek Warwick retourne au stand, enfile son casque et prend le départ du Grand Prix. La course sera brève pour lui à cause d'une défaillance de boîte de vitesse au 26e tour. Mais sa résilience, ce jour-là, a marqué l'histoire. Pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a montré ce que signifiait le courage pur dans l'un des environnements les plus hostiles au monde. Numéro 4, Hamilton contre Verstappen, Silverstone 2021, Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Silverstone est plein à craquer, les tribunes hurlent pour Lewis Hamilton, le héros national qui rêve d'un 8e titre mondial. Mais cette année-là, un certain Max Verstappen est venu pour tout lui prendre. Les tensions sont déjà énormes. Depuis le début de la saison, les deux hommes se sont frôlés, parfois trop. Mais jamais encore, ils ne s'étaient percutés. Jusqu'à ce 18 juillet, Verstappen part en pole, Hamilton juste derrière. Et dès l'extinction des feux, la bataille commence. Les deux voitures sont roue contre roue. Premier virage, deuxième virage, ligne droite. Aucune des deux ne cède. Arrive le virage de Copse, un des plus rapides du circuit. On y entre à plus de 290 km/h. Hamilton plonge à l'intérieur, Verstappen tente de couvrir. Et là, contact. La Red Bull de Verstappen décolle, quitte la piste et s'écrase dans les barrières de pneus. Violence de l'impact, 51 gigapascales. C'est colossal. Le choc est tel que les barrières doivent être réparées. Verstappen est envoyé à l'hôpital pour des examens. Heureusement, il s'en sort sans blessure grave. Mais la bataille ne fait que commencer. Christian Horner, directeur de Red Bull, est furieux. Il appelle directement la direction de course à la radio. « Michael, c'est un accident énorme. C'était 100% le virage de Max. Hamilton est entièrement responsable. » La tension est à son comble. Hamilton reçoit une pénalité de 10 secondes seulement. Mais ça ne l'arrête pas. Il repart, remonte, dépasse Leclerc dans les derniers tours et gagne devant son public. Célébration en fanfare. Union Jack déployée. Mais le monde de la F1 est divisé. Pour certains, c'est une manœuvre agressive mais légitime. Pour d'autres, un geste dangereux qui aurait pu coûter bien plus. Ce crash marque un tournant dans la saison 2021. Il transforme la rivalité entre Verstappen et Hamilton en une véritable guerre psychologique et rappelle que même au plus haut niveau, la ligne entre la gloire et le drame est souvent plus fine qu'un vibreur. Numéro 5. Felipe Massa, Hongrie 2009, le 25 juillet 2009, Grand Prix de Hongrie. Felipe Massa est en pleine séance de qualification. Après avoir perdu le titre mondial de justesse en 2008, il espère relancer sa saison avec Ferrari. Mais ce qui va se passer ce jour-là va changer sa carrière à jamais. Lors de la Q2, alors qu'il attaque un nouveau tour lancé, une pièce métallique se détache de la voiture de Rubens Barrichello juste devant lui. Une suspension arrière de plusieurs centaines de grammes rebondit sur la piste et vient percuter Massa en plein visage à près de 260 km/h. Le choc est instantané. Son casque absorbe une partie de l'impact, mais pas assez. On le voit, sa tête bascule brutalement en arrière et ses mains ne réagissent plus. Ses jambes non plus, il est inconscient. Mais son pied reste appuyé sur la pédale d'accélérateur et sur le frein. Sa Ferrari file tout droit et s'encastre dans le mur, pas de flamme, pas de tonneau, mais une scène glaçante, un corps inerte dans une voiture figée. Les secours arrivent très vite. Massa est extrait, placé sous oxygène et héliporté vers l'hôpital. Le bilan est grave, fracture du crâne, commotion cérébrale, œdème autour de l'œil gauche. À son réveil, Massa n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je ne me rappelle même pas avoir roulé ce jour-là. Il manquera tout le reste de la saison. Et même s'il fera son retour l'année suivante, beaucoup estiment qu'il n'a jamais retrouvé son niveau d'avant. Cet accident entraînera une réflexion mondiale sur la sécurité des casques et conduira indirectement à l'introduction du halo quelques années plus tard. Un accident silencieux, sans explosion ni tumulte, mais peut-être l'un des plus effrayants de cette ère, parce qu'il montre à quel point une simple pièce oubliée sur la piste peut tuer. Numéro 6. Grand Prix du Brésil, 2003, le chaos absolu. São Paulo, circuit d'Interlagos. Avril 2003, le ciel était noir. Il pleut depuis 3 jours. Et malgré les avertissements, la course est maintenue. Le jour du départ, la piste est un torrent. Des rivières d'eau traversent l'asphalte. Les commissaires sont inquiets. Les équipes aussi. Mais la FIA donne le feu vert. La course commence derrière la voiture de sécurité, puis de tour après tour, c'est le début d'un carnage mécanique. Les voitures partent les unes après les autres. Montoya, Pizzonia, Ralf Schumacher, même Michael Schumacher, pourtant intouchable sous la pluie, sort de la piste. Le point critique se situe au virage 3.
Là, une nappe d'eau stagnante forme une flaque piégeuse. Aquaplaning massif, les voitures n'ont aucune chance. À plus de 250 km/h, les pneus glissent. Les pilotes deviennent passagers. Mark Webber tape le mur à pleine vitesse. Sa Jaguar explose en morceaux, des débris partout sur la piste. On respire, il sort de la voiture. Mais quelques secondes plus tard, Fernando Alonso arrive à fond. Il ne voit rien et percute une roue détachée en plein milieu de la trajectoire. Sa Renault décroche, s'envole et termine sa course dans les barrières. Le choc est terrifiant. La course est immédiatement arrêtée, drapeau rouge. Et ce n'est pas fini. Fisichella, qui menait, pense ne pas avoir gagné. Räikkönen est déclaré vainqueur. Avant que les officiels reviennent sur leur décision plusieurs jours plus tard, offrant finalement la victoire à Fisichella, alors que sa voiture avait pris feu dans les stands. Oui, le vainqueur du Grand Prix a vu sa monoplace s'enflammer après l'arrivée. Cette course, c'est l'incarnation parfaite du chaos en Formule 1. Et elle forcera la FIA à repenser les conditions de roulage sous la pluie. Numéro 7, Gerhard Berger, San Marin, 1989. Imola, le circuit d'Enzo Ferrari, nous sommes en 1989. Et ce jour-là, 2 Ferrari sont en première ligne. C'est la fête à Maranello. Gerhard Berger prend un excellent départ. Mais dès le 4e tour, tout bascule. Dans le virage de Tamburello, une des courbes les plus rapides du calendrier, la Ferrari de Berger part soudain tout droit. Pas de correction, pas de réaction, la voiture ne tourne pas. Il n'y a aucune trace de freinage. À près de 290 km/h, la Ferrari percute le mur en béton de plein fouet. Et dans la seconde, elle s'embrase. Une boule de feu d'une intensité rare. Les flammes montent haut, le cockpit est noyé dans l'incendie. Le silence est total. Les commissaires foncent. Avec des extincteurs à mains et nues, ils luttent pour éteindre le feu. 17 secondes de flammes ininterrompues. Puis un miracle, Berger est extrait, vivant. Il souffre de brûlures au dos, au bras et au visage, mais aucune fracture. Il passera plusieurs semaines en convalescence et reviendra en piste moins de 2 mois plus tard. Le plus long moment de ma vie, c'était ces 17 secondes dans les flammes, à ne pas savoir si j'allais sortir. Ce crash, d'une violence visuelle extrême, choque le paddock. Mais il aura un effet immédiat. La sécurité incendie, en Formule 1, est revue de fond en comble. Temps de réaction des commissaires, matériel anti-feu, combinaison inifugée renforcée, et surtout, la question des murs de béton, jamais censés être aussi proches à ces vitesses. Mais ce n'est que le prélude d'un autre drame. Car 5 ans plus tard, au même endroit, le virage de Tamburello prendra la vie d'un homme à couper le souffle. Numéro 9, Jos Verstappen, Hockenheim, 1994. Une année noire pour la Formule 1. Quelques semaines après la mort de Senna, les esprits sont encore marqués. À Hockenheim, le Grand Prix d'Allemagne débute comme prévu. Jos Verstappen, le père de Max, roule pour Benetton. Et au 15e tour, il rentre Austin pour un ravitaillement classique. Mais rien ne va se passer comme prévu. Le mécanicien enclenche le tuyau, l'essence commence à couler. Mais soudain, une gerbe de carburant explose en plein sur la voiture, et l'instant d'après, c'est l'enfer. Un mur de flammes engloutit la monoplace, la visière de Verstappen, les mécanos autour, tout devient orange. 10 secondes de feu pur. Jos reste assis, bloqué, impuissant, il ne peut ni sortir, ni voir, ni respirer. Il racontera plus tard, tout est devenu noir, je suffoquais. J'ai juste pensé, je dois sortir maintenant. Les commissaires interviennent à une vitesse exceptionnelle. Et miraculeusement, aucun mort. Jos Verstappen souffre de brûlures superficielles. Mais certains mécaniciens, eux, sont grièvement atteints. L'enquête est sans appel. Benetton avait retiré un filtre de sécurité dans le système de ravitaillement pour gagner quelques dixièmes de seconde. Ce filtre empêchait justement les projections dangereuses. Résultat, la FIA inflige un blâme, mais aucune exclusion. Un simple avertissement. Mais ce jour-là, la Formule 1 a frôlé la tragédie en direct. Et les images de Jos Verstappen, prisonnier des flammes, resteront gravées dans les mémoires comme l'un des moments les plus terrifiants des stands. Numéro 10. Sébastien Buemi, Chine 2010. Essai libre du Grand Prix de Chine. Sébastien Buemi, alors pilote Toro Rosso, est en phase de réglage. Il enchaîne les tours, prend de la vitesse, arrive en bout de ligne droite et au moment de freiner pour le virage 14, ses 2 roues avant s'arrachent. Oui, les deux, en même temps. Le choc est immédiat. La voiture devient incontrôlable, continue tout droit à pleine vitesse. Les disques de frein et les triangles de suspension volent dans tous les sens. Vu de l'extérieur, c'est irréel, comme si la voiture s'était désintégrée sans raison.
La monoplace termine sa course dans les graviers et contre toute attente, Buemi sort indemne. Le paddock est sous le choc. On pense d'abord à une défaillance structurelle. Mais l'enquête montre qu'un problème de montage de l'essieu avant a provoqué l'explosion des pièces. Ce crash n'a rien de spectaculaire par la vitesse ou l'impact, mais il rappelle une chose, la F1 est une science extrême. Et parfois, une erreur de serrage, un couple de vis mal calculé, peut provoquer un accident à 300 km/h. Ce n'était pas la fin du week-end pour Buemi. Plus tard, en essai, il sera percuté à nouveau dans un autre incident. Mais il en ressortira toujours debout. 2 crashs en 3 jours. Aucun abandon, aucun traumatisme. Juste un regard froid et déterminé. Sébastien Buemi, ce week-end-là, a rappelé au monde que parfois, l'ennemi ne vient pas du peloton, il vient de l'intérieur de la machine. Numéro 11. Andrea de Cesaris, Autriche 1985. On est en 1985. L'époque des turbos brutaux, des voitures instables et des circuits sans échappatoire. Andrea de Cesaris est alors pilote pour Ligier. Un pilote rapide, mais célèbre pour une chose, ses crashs à répétition. Au point que certains dans le paddock l'appellent Andrea de Cracheris. Et ce jour-là, sur le très rapide circuit de Sterreichring en Autriche, il signe son chef-d'œuvre à l'envers. Il aborde le virage ultra rapide de Boschkurve à fond. Un virage à droite, sans échappatoire, pris à plus de 270 km/h. Mais sa roue arrière droite touche l'herbe. Et c'est terminé. La voiture se met en travers, elle décolle, fait plusieurs tonneaux en l'air, les morceaux se détachent un par un. Le cockpit vole, le moteur s'arrache. La Ligier se désintègre littéralement sur toute la largeur de la piste. C'est l'un des crashs les plus visuellement violents de toute la décennie. Mais au milieu de ce chaos, un détail inattendu, une silhouette. Andrea de Cesaris sort de la carcasse, grimpe sur le talus et marche calmement vers les stands. Le public est debout, les commentateurs n'y croient pas. Il s'en sort, il n'a rien. Mais pour Ligier, c'en est trop. Guy Ligier, furieux, le licencie immédiatement après l'accident. Le licenciement le plus rapide de l'histoire moderne. Ironie du sort, de Cesaris détient encore aujourd'hui un record, celui du plus grand nombre de grands prix disputés sans jamais gagner. 208 départs, 0 victoire, mais une légende de la casse. Et ce crash, aussi spectaculaire soit-il, aura une conséquence directe. La FIA décidera d'imposer des zones de dégagement plus larges et de réduire la vitesse dans certains virages à l'avenir, parce qu'un crash comme celui-là ne devrait pas être survivable. Numéro 12, Zhou Guanyu, Silverstone 2022, Silverstone, juillet 2022, premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le public est en feu, l'ambiance est électrique. Zhou Guanyu, rookie chez Alfa Romeo, est en pleine progression, il part 9e sur la grille. Objectif, marquer de précieux points. Mais dès le départ, tout dégénère. À l'extinction des feux, George Russell prend un mauvais envol. À sa gauche, Pierre Gasly se faufile. À sa droite, Zhou arrive fort. Russell tente de se rabattre pour couvrir. Contact. Et c'est là que tout s'accélère. La voiture de Zhou se soulève, se retourne et part glisser sur le toit à pleine vitesse sur plus de 100 mètres. Le fond plat racle l'asphalte. La visière est plaquée contre la piste. Le casque frotte. La tête de Zhou, protégée uniquement par le halo, est à quelques centimètres du bitume. Mais ce n'est pas fini. La voiture touche le bac à gravier et s'envole par-dessus les barrières de sécurité. Elle termine coincée entre la clôture et la tribune, à l'envers. Zhou est enfermé, coincé, invisible. George Russell, qui a vu tout le crash, sort de sa voiture et court à pied jusqu'à Zhou. Je voyais une monoplace retournée, bloquée contre la barrière, et je me suis dit, il faut que j'y aille, maintenant. Silence absolu dans les tribunes. Les secours mettent plusieurs minutes à l'extraire. Mais Zhou est conscient. Et encore plus incroyable, aucune fracture. Juste un énorme choc émotionnel. J'ai juste fermé les yeux et attendu que ça s'arrête. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais coincé. Ce crash est la preuve absolue de l'importance du halo. Un dispositif critiqué à son arrivée, jugé un moche ou inutile, mais ce jour-là, c'est lui qui a sauvé Zhou. Et le plus fou, il sera de retour dès la course suivante, sans séquelles, sans peur, prêt à courir à nouveau, la tête haute. Numéro 13, Robert Kubica, Canada 2007. Circuit Gilles Villeneuve, Montréal, Grand Prix du Canada 2007. Robert Kubica, jeune pilote polonais chez BMW Sauber, est en train de briller. Mais au 27e tour, tout bascule. Kubica tente un dépassement sur Jarno Trulli. Mais les deux voitures s'effleurent à plus de 280 km/h et la BMW de Kubica décroche instantanément. Elle quitte la piste, saute sur une bordure et file en direction du mur de béton. Le choc est frontal.
violent. D'une brutalité inouïe, la voiture se désintègre littéralement, le moteur est arraché, les roues s'envolent, le châssis rebondit plusieurs fois, avant de s'immobiliser sur le côté. Impact mesuré, 75 gigapascales, un des plus forts jamais enregistrés en F1. La voiture n'est donc plus qu'une carcasse. Le cockpit est exposé, les protections sont pulvérisées, et pourtant, quelques secondes plus tard, on voit Kubica bouger une main. Il est vivant, conscient. Les secours l'évacuent immédiatement. Tout le paddock retient son souffle. Verdict médical, entorse légère à la cheville, commotion cérébrale modérée. Rien d'autre. Un miracle absolu. Kubica, de son côté, veut revenir dès la course suivante, Indianapolis. Mais la FIA refuse par précaution. Il sera remplacé par un certain Sebastian Vettel, alors âgé de 19 ans. C'était son tout premier Grand Prix. Et on connaît la suite. Ce crash est une démonstration brutale de la sécurité des monoplaces modernes, mais aussi du courage de Kubica, qui reviendra plus tard, jusqu'à même refaire un comeback en F1 après un accident de rallye encore plus terrible. Un pilote en acier, dans une voiture qui a tenu bon jusqu'à la dernière pièce. Numéro 14, Grand Prix de Belgique 1998, le départ de l'enfer, Spa-Francorchamps, 30 août 1998. Il pleut, pas une petite pluie, une pluie froide, épaisse, qui transforme la piste en patinoire. La tension est palpable. Les pilotes savent que Spa, sous la pluie, c'est une roulette russe. Feu rouge, feu vert, et c'est parti. Damon Hill prend un bon envol. Derrière, David Coulthard perd immédiatement le contrôle de sa McLaren. Ses pneus arrière patinent. La voiture pivote à gauche et heurte le mur. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, mais la suite est apocalyptique. La McLaren rebondit au milieu de la piste, dans la montée de la source, juste au moment où toute la grille arrive à pleine vitesse, sans visibilité. Et là, c'est le chaos total. Voiture après voiture, les pilotes percutent les débris ou se heurtent les uns aux autres. Les monoplaces explosent, glissent, tournent, volent. 13 voitures impliquées, plus de la moitié du peloton, un carnage mécanique. Le silence dans les tribunes est glaçant. Mais miracle, aucun pilote n'est blessé. Quelques contusions, mais rien de grave. La course est immédiatement redémarrée, avec des voitures de secours pour la plupart. Mais l'ambiance reste tendue. Et comme si ça ne suffisait pas, l'après-midi continuera dans la confusion. Collision entre Schumacher et Coulthard. Conditions météo aléatoires, drapeaux, litiges entre équipes. Et pourtant, ce jour-là, Damon Hill offrira la première victoire à Jordan dans ce qui restera l'un des grands prix les plus fous de l'histoire moderne. Mais ce départ, lui, restera comme une leçon. Quand 20 voitures à 700 chevaux s'élancent à l'aveugle sur une piste détrempée, il suffit d'un seul patinage pour que tout parte en enfer. Numéro 15, Alonso et Weber, Brésil 2003, fin de course. On est toujours à Interlagos lors de ce Grand Prix du Brésil 2003 apocalyptique. La pluie continue à tomber. La piste est imprévisible. Les drapeaux jaunes, les voitures de sécurité et les sorties de piste s'enchaînent. Mais rien ne va préparer les spectateurs à ce qui va se passer dans les derniers tours. Mark Webber, alors chez Jaguar, attaque encore à fond, malgré la piste piégeuse. Et là, dans la ligne droite des stands, sa voiture glisse. Elle percute le mur à pleine vitesse. Explosion de carbone. La Jaguar se pulvérise sur le côté. Les débris couvrent toute la piste. Et pendant que les commissaires tentent de réagir, Fernando Alonso arrive à fond. Il ne voit pas les morceaux, il ne sait pas ce qu'il y a devant. Et dans un éclair, il percute l'une des roues de Webber encore en mouvement. L'impact est d'une violence extrême. La Renault rebondit en l'air, percute le mur et s'écrase lourdement, désintégrée. Le choc est si brutal que la FIA sort immédiatement le drapeau rouge. Alonso est au sol, conscient mais groggy. Il sera évacué vers l'hôpital. Heureusement, il s'en sortira sans blessure grave, mais cette fin de course restera légendaire. Voiture du vainqueur, Fisichella, en feu dans le parc fermé, confusion totale sur le classement. Trophée remis à Räikkönen par erreur, et Alonso dans l'ambulance. Une scène digne d'un scénario hollywoodien, mais bien réel. Ce crash montre à quel point la course n'est jamais terminée tant que le drapeau à damier n'est pas tombé. Et surtout que dans des conditions extrêmes, une simple roue oubliée peut devenir une arme mortelle. Numéro 16, Romain Grosjean, Bahreïn 2020, 29 novembre 2020, Grand Prix de Bahreïn. Le monde est encore sous le choc de la pandémie et la Formule 1 roule à huis clos. Romain Grosjean, pilote As, sait déjà que cette saison est sa dernière en F1. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il va vivre l'expérience la plus effrayante de sa vie. Le départ est donné. Dès le premier tour, dans la ligne droite après le premier virage,
Grosjean tente de se faufiler pour gagner quelques positions. Mais soudain, en pleine ligne droite, il touche la roue de Daniil Kvyat. Et là, tout s'emballe. La Haas dévie vers la droite et vient percuter le rail de sécurité à plus de 220 km/h. Et dans la seconde, le feu. L'explosion est spectaculaire. Une boule de feu haute de plusieurs mètres. Le rail est coupé net, la voiture transpercée en deux, l'avant encastré dans la barrière. Les caméras détournent leur regard. Le silence est total. On craint le pire. Et puis, 27 secondes plus tard, une silhouette émerge des flammes. Romain Grosjean s'extrait de la carcasse, les gants en feu, le casque noirci, les mains brûlées, et saute par-dessus la barrière. Les commissaires l'aident, le soutiennent. Il est vivant. 27 secondes dans les flammes. 3e degré, aux mains, aux pieds. 48 heures d'hospitalisation et un sourire à peine sorti du coma. Je pensais à mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils me voient mourir à la télé. Alors j'ai crié, j'ai tapé, j'ai cherché la sortie et j'ai fini par passer à travers le feu. Ce crash est l'exemple parfait de tout ce que la F1 a appris de ses drames passés. Le halo qui protège sa tête. La combinaison inifugée qui lui donne 30 secondes de survie. Les commissaires entraînés qui réagissent sans hésiter. Et le cockpit renforcé qui ne rompt pas. Romain Grosjean ne courra plus jamais en Formule 1. Mais ce jour-là, il est devenu une légende. Pas pour ses résultats, pour avoir survécu à l'impensable. Numéro 17, Antoine Hubert, Spa-Francorchamps 2019, 31 août 2019, circuit de Spa-Francorchamps, course de Formule 2. Antoine Hubert, 22 ans, champion de GP3, membre de la filière Renault, est considéré comme l'un des meilleurs espoirs français. Un jeune talent humble, travailleur, très apprécié dans le paddock. Mais à 17h07, tout bascule. Dans la montée de Raidillon, Giuliano Alessi perd le contrôle de sa monoplace. Il tape les barrières, une première voiture ralentit. Hubert arrive, il tente d'éviter les débris, mais touche le mur. Sa voiture rebondit au mauvais endroit, au mauvais moment. Et à cet instant, Juan Manuel Correa arrive à pleine vitesse, plus de 250 km/h. Il ne voit rien et percute de plein fouet le côté de la voiture d'Hubert. L'impact est dévastateur. Le cockpit est débroyé, la voiture se coupe en deux. Silence absolu, les secours arrivent. Correa est grièvement blessé aux jambes. Mais Antoine Hubert ne survivra pas. À 17h45, le monde de la F1 apprend son décès. Le paddock est en larmes. Ses amis Pierre Gasly et Charles Leclerc sont anéantis. Le lendemain, Leclerc remportera son tout premier Grand Prix en F1 et le dédiera à son ami d'enfance. « Merci Antoine, tu seras toujours avec moi ». Cet accident choque le sport. Il relance les discussions sur la sécurité des formules inférieures. Et sur le virage de l'eau rouge, Raidillon. Mais plus encore, il rappelle que malgré le halo, malgré les combinaisons, la F1 n'est jamais totalement sûre. Et que derrière chaque casque, chaque nom sur la monoplace, il y a un être humain, un fils, un frère, un ami. Antoine Hubert, 1996-2019. Ton nom ne sera jamais oublié. Voilà pourquoi ces crashs ne sont pas qu'un spectacle. Ils sont une leçon d'humilité, une ode au courage et une preuve que la limite entre la vie et la mort tient parfois à 1 centimètre d'aluminium. La Formule 1, ce n'est pas juste des records. C'est une lutte constante contre la peur, la gravité et le destin. Si cette vidéo vous a touché, impressionné ou fait vibrer, abonnez-vous. Car ici, on ne parle pas que de sport. On raconte les histoires humaines qui se cachent derrière la vitesse. À très bientôt sur la grille de départ.